Ce soir, c'est la deuxième séance de l'atelier sur le travail. Et donc cette deuxième séance porte sur les coursiers, qui sont des nouveaux types de travailleurs qui sont apparus en France il y a assez peu de temps finalement, une quinzaine d'années au maximum je pense, on verra avec nos deux invités, qui sont tous les deux des invités issus de ce monde des coursiers. Alors ils se présenteront plus amplement eux-mêmes. Mais à gauche, Jean-Joseph Colrat, donc, qui travaille chez Deliveroo et sur d'autres plateformes aussi, en tant que coursier auto-entrepreneur. Et ici Maxence, qui est le co-dirigeant finalement d'une entreprise de coursiers qui s'appelle ForLabis. Donc, on va essayer de traiter différentes questions en une petite heure. Et ensuite, on fera un plus petit temps qui sera fait pour que vous posiez des questions à ces deux coursiers. Voilà. Donc pour commencer, Maxence et Georges, je vais vous demander de vous présenter chacun tous les deux un peu plus longuement, notamment peut-être dans votre parcours, c'est-à-dire d'où vous venez et comment vous êtes arrivé au monde des coursiers. Donc Jean-Joseph par exemple. Alors moi je m'appelle Jean-Joseph, j'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans. J'ai fait 2 ans de lettres et ça m'a... Je me suis pas trop approché, du coup j'ai arrêté, ça tombait bien parce qu'il y a Deliveroo qui s'était monté à Lyon, du coup je suis allé travailler pour eux. Et j'ai travaillé 1 an et demi, dont 1 an à temps plein. Et maintenant je suis en train d'arrêter parce que je reprends mes études et j'en ai plus besoin et j'ai plus le temps pour y consacrer. Donc moi, Maxence Sarrazin, j'ai créé ForLabis en mars 2014 avec Colia Cassar qui devait venir ce soir, qui s'est blessé et du coup il m'a envoyé. J'ai pas trop de connaissances de toute cette chose, mais je pense qu'on va pouvoir discuter ensemble après et apprendre mutuellement. Donc ForLabis existe depuis mars 2014. À la base, on voulait créer une société de coursiers à vélo sur le modèle des coursiers Tokyo Heat new-yorkais et le mettre vraiment à notre sauce, à la sauce lyonnaise. Et créer quelque chose d'un peu unique, totalement décomplexé. Et voilà, on va en parler plus tard. Après, sur mon parcours, j'ai un parcours d'école de commerce où j'ai un parcours un peu spécial, mais pareil, on en parlera plus tard. Et voilà. Et aujourd'hui, ForLabis a juste 14 coursiers, un stagiaire, une logisticienne en CDI. Avec les 2 co-gérants, donc il y a beaucoup de monde qui gravite autour de ForLabis aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, dans une deuxième question, avant de parler d'autre chose, on va peut-être présenter ce que sont les coursiers. Jean-Joseph, je propose que tu nous présentes ce qu'on appelle généralement les coursiers et comment ça fonctionne dans les grands systèmes en fait, de Deliveroo. Et Maxence, tu pourras raconter tout ce qui fait votre spécificité finalement, s'il en est. Du coup, je parle que des coursiers Deliveroo, je vais le laisser... Des coursiers en général, okay. Et donc de Deliveroo, honnêtement. Bah, en gros, comme tu disais, les coursiers à vélo, en fait ça existait déjà il y a un siècle, mais il me semble que c'était assez minoritaire. Et c'est réapparu à New York il y a 20 ans. Et en gros, c'est des livreurs à vélo qui s'occupent de faire la livraison du dernier kilomètre, ou sinon qui s'occupent de faire des livraisons express pour des particuliers ou pour des professionnels. C'est arrivé en France il y a 15 ans, 20 ans je crois. Et en fait, à partir de 2013 ou 2014, il y a plusieurs boîtes qui sont créées. Donc il y a Deliveroo qui est anglais, Take It Easy qui est belge, Foodora allemand et chinois, puis Uber qui s'est aussi spécialisé, qui ont copié le système des coursiers traditionnels et qui eux livrent uniquement des restaurants. Et en fait leur spécificité c'est que par rapport aux livreurs style Domino's ou tous les petits pizzerias tous les petits restaurants qui livrent en scooter, ils ont essayé de livrer des bons restaurants entre guillemets et en ne prenant que des coursiers auto-entrepreneurs. Je sais pas si c'est complet. Ouais, je pense que c'est une bonne définition. C'est juste un métier qui pour moi c'est vraiment un métier d'être coursier à vélo. Je le crois, j'en suis convaincu.
Il y a encore 3 ans, on devait être 15 à Lyon à être coursier à vélo. Et aujourd'hui, il doit y avoir 400 personnes. Donc en fait, je pense que c'est un métier qui s'est déprofessionnalisé dans la mesure où de plus en plus d'auto-entrepreneurs et de freelance qui sont en fait étudiants ou veulent juste arrondir leur fin de mois, se mettent à livrer dans des conditions qui sont au final pas très légales, que ce soit sur par exemple la façon de transporter les objets. Chez Fonlabis, on est coursier pro, c'est-à-dire que les coursiers on livre de la nourriture, on a un contrat avec Matsuri, la chaîne de sushi, pour avoir 2 coursiers tous les soirs qui font du Matsuri. Après, le coursier va faire ça une fois dans la soirée, une fois dans la semaine ou une fois toutes les 2 semaines. C'est-à-dire qu'il va avoir un travail non répétitif où en journée il va livrer des plis, il va livrer des colis, il va faire un petit peu de Matsuri. En ce moment on travaille sur des campagnes où on va faire de la distribution dans la rue pour des marques type le Ninkasi. On bosse également pour une marque de matelas où on colle des affiches dans la rue. Donc là, c'est un travail en binôme. Donc il y a un vrai travail d'équipe qui n'existe pas, par exemple, dans le monde des coursiers auto-entrepreneurs. Et également, on arrive à faire des livraisons en national, en régional, où on doit transporter des appels d'offres, par exemple, à Genève, à Paris, à Saint-Étienne, à Marseille. Et où là, le coursier part avec son pli, son billet de train qui est payé, et va passer une journée à voyager en quelque sorte. Donc c'est un métier qui est totalement différent, c'est un métier pro en fait, par rapport aux coursiers à vélo qui font de la restauration via les plateformes low cost, via les plateformes type Uber, Foodora, etc. Après ça reste transporter les choses d'un point A à un point B en vélo. Je pense que c'est ça. Merci. Pour faire quelque chose de très concret pour ce début, est-ce que Jean-Joseph pourrait nous décrire en 2 minutes une journée de travail d'un coursier chez Deliveroo tel que toi tu en as fait En gros, on peut travailler de 11h du matin à 23h, sans arrêt si on veut. Ce qui fait que généralement on finit assez tard, on a des journées assez fatigantes, où généralement on se couche vers minuit, 1h du matin, le temps de se calmer un peu parce que c'est un métier qui est assez excitant physiquement, ce qui fait que le matin on se réveille vers 10h. Et donc le choix des horaires est libre? Ouais, en gros il y a un planning qui sort toutes les semaines et on choisit 2 semaines à l'avance nos places, et après il y a une obligation, on est obligé de les respecter, ce qui est normal, voilà. Et en tout cas, on commence vers 10h. Moi, je faisais uniquement les créneaux du midi et du soir. Et ensuite, généralement, on prend une grosse pause entre 15h et 19h où on dort beaucoup. Ce qui fait qu'en gros, les journées sont consacrées au métier et c'est assez dur de faire autre chose, vu que c'est assez intense si on fait des journées complètes. Et donc, les commandes vous arrivent par où? Alors on a une application sur un téléphone qui est fournie par Deliveroo. On doit attendre les commandes, ensuite on reçoit la commande pour le restaurant, donc on doit s'y rendre le plus rapidement. Ensuite on attend que le restaurant nous donne la commande, on la récupère et on la livre. Et ça s'enchaîne comme ça. D'accord, très bien. C'est un travail qui est de l'extérieur assez déstabilisant dans la mesure où on n'arrive pas à savoir si vous travaillez ensemble, si vous travaillez chacun de votre côté mais avec finalement le même logo sur le dos. Quel lien il pourrait y avoir entre les coursiers de boîtes comme Deliveroo, Foodora, Take It Easy et Uber? Alors au début, donc, la ville était coupée en plusieurs zones. Et donc rapidement en fait il y a des groupes sociaux, des groupes d'amis qui sont constitués. On se retrouvait avant les shifts, entre les commandes, à des points précis, par exemple à Bellecour, à Croix-Rousse, Place des Terreaux, ou ailleurs, à Pardieu, dans des cafés, etc. Et du coup on se voyait vraiment entre les commandes, on se parlait, on se connaissait, on savait qui était qui quoi. On se disait bonjour quand on se croisait, on se parlait dans les restaurants. Et ensuite, ils ont fini par réduire ces zones, puis par carrément les supprimer, ce qui fait qu'il y avait un seul périmètre qui était Lyon. Et on a complètement perdu peu à peu
coup ces liens. Et en fait, on travaillait vraiment tout seul, enfin, sur le vélo. Du coup, on passe 4 heures d'affilée, voire plus, seul à gamberger, quoi. Et les seuls contacts qu'on a, c'est un restaurateur qui est pressé, quoi, qui fait son métier, donc qui est dans le rush, qui nous dit bonjour, au revoir, dans le meilleur des cas. Et des clients qui ont faim, donc ils ne vont pas rester parler avec nous sur le palier. Donc il y a vraiment très peu de rapports, quoi. D'accord. Et chez vous, Maxence, donc, comment ça se passe? Ça doit être différent sûrement le fonctionnement dans une entreprise. Bah ouais, on est vraiment dans une logique de PME plutôt chez nous, avec tout ce qui existe, type la pause café, les petits. Il y a des petites choses qui se créent. Je sais qu'on reçoit par exemple chaque jour une palette de colis à livrer en soirée. Donc on a en fait 2 équipes. On a une équipe de journée, une équipe de soirée. Et c'est à ce moment-là où tout le monde participe à la dépalettisation, par exemple, de la. Excusez-moi. D'ailleurs, j'en parle et. Voilà. Il y a une demi-heure où tout le monde se retrouve ensemble. Donc on a 6 ou 7 coursiers, on a les employés également qui sont là à temps plein. Je parlais d'une logisticienne qui est chez nous. Et il y a peut-être plus de liens, je pense, il y a plus de travail d'équipe. En tout cas, on n'est pas tout seul dans son coin, il y a toujours également, je pense que c'est matérialisé par un local, une entreprise physique. Donc on s'est implanté dans une ancienne supérette désaffectée, on l'a refait un peu à notre sauce, et voilà, il y a un petit coin où les coursiers peuvent se reposer, peuvent se rejoindre. Ils savent qu'il y a toujours un central et qu'ils peuvent toujours revenir ici et qu'il y aura toujours du monde et il y aura toujours une présence. Donc souvent maintenant les coursiers viennent un peu en avance ou restent après leur shift pour profiter de ça, je pense. Et ça on l'a, et je pense que on ne le retrouve pas chez les plateformes low cost. Voilà. Bah, ils ont essayé de le faire au début, mais je sais pas pourquoi ils ont vite arrêté. Ouais. Création de locaux? Non, mais je veux dire d'organiser des événements, des coups ensemble pour nous parler, pour qu'on se rencontre, etc. Et ils ont arrêté d'un coup. Je crois qu'ils le faisaient peut-être de cette manière intéressée pour essayer de créer du lien social, de créer une cohésion d'équipe qui au final, c'est une équipe, hein, mais c'est vrai que tout le monde est dispersé. Chez nous, on le fait naturellement et on n'a pas à se donner une image en fait. Et même si parfois elle peut paraître un peu bizarre, l'image de Font la Bise, on s'assume tel qu'on est. On va pas essayer de se créer une image comme les autres le font, enfin comme ces plateformes le font en tout cas. D'accord. Une dernière question pour finir, peut-être sur la présentation très concrète des choses. C'est une question assez libre. Est-ce que vous pourriez chacun, en commençant par Maxence, nous donner les avantages peut-être et les défauts de ce métier pour finir de le présenter en fait? Du métier de coursier à vélo? Alors c'est vrai que toi tu as été coursier mais tu es entrepreneur maintenant. Oui. J'ai vraiment été coursier à vélo pendant 1 an et demi, le temps de pérenniser l'entreprise. Et c'est très long à faire, c'est pour ça que là, au bout de la 3e année, on commence à avoir du résultat, à avoir du chiffre d'affaires et à avoir beaucoup de monde qui gravite autour de nous. Mais les avantages, c'est de pouvoir travailler dehors, c'est d'être pas souvent malade au final. Parce qu'en 3 ans, j'ai pas été malade, alors qu'avant, quand j'avais des jobs d'entreprise classiques avec un bureau fermé, ça m'arrivait d'être malade de temps en temps. Une bonne ambiance dans l'équipe également, je pense que ça c'est un avantage. On a pas mal de gens qui viennent d'Argentine, de Slovaquie, de Bosnie, un peu de partout en fait, et on a tellement de choses à apprendre les uns des autres, donc ça se passe très bien. Les inconvénients, c'est qu'il faut travailler, je pense, l'hiver, il faut travailler sous la pluie, il faut travailler. Je parle du combo pluie, froid et vent, c'est le pire en fait. Quand il y a 1 sur les 3, ça va, 2 sur les 3, ça va aussi, et quand il y a les 3, c'est assez dur. Et parfois, il faut tenir toute la journée comme ça, et là, c'est un peu. Ça mine un peu le moral. Voilà, je pense que je suis donné un avantage, un inconvénient, mais il y en a forcément plein d'autres. Il y a beaucoup de mêmes avantages et de mêmes inconvénients. Moi, ce que j'aimais beaucoup, en plus, c'était de travailler dehors et de circuler partout à Lyon.
que j'habitais à Lyon, mais en fait il y a plein d'endroits que je connaissais pas, dans lesquels je serais jamais allé. Et ça m'a permis d'une part de les découvrir et d'autre part de me faire une idée globale de la ville, quoi, de savoir quels sont les quartiers, etc. Et après, pour les inconvénients, c'est qu'on travaille en vélo dans la circulation en ville. Et du coup, on est confronté à plein de dangers, à plein de bruit, d'énervement, etc. Et ça s'accumule, enfin pour moi en tout cas, ça s'accumule au fil de la journée. Et à la fin, on est souvent très très énervé parce que, enfin c'est mon cas en tout cas. Merci beaucoup. Alors maintenant, si on commence à questionner le travail de coursier et toutes les modalités qui gravitent autour, on se demande souvent, et peut-être parce que ça a un peu changé ou parce que ça change en fonction des gens, si c'est un travail viable à long terme, à moyen terme ou à court terme. Pourquoi, comment, c'est-à-dire est-ce que c'est un travail qui doit simplement compenser une certaine somme d'argent ou un certain salaire pendant une période de temps? Est-ce que c'est un travail qu'on peut faire à temps plein pendant une certaine période, comme tu l'as fait toi maintenant? Ou est-ce que c'est un travail qu'on peut envisager sur 15-20 ans, même si ça paraît... moi j'en ai pas croisé beaucoup, mais peut-être pourquoi pas, vous le savez sûrement mieux que moi. Donc voilà, qu'est-ce que c'est les rapports de carrière que les coursiers envisagent par rapport à leur travail en fait? Moi du coup je te parle de Deliveroo et Kera. Je pense qu'en fait pour Deliveroo on voit que c'est impossible parce qu'ils ont baissé les salaires. Donc ils ont vraiment fait un travail d'appoint, un travail... Tu peux nous dire un mot des salaires alors, concrètement? En gros maintenant on est auto-entrepreneur, donc on a des charges. Et maintenant pour Deliveroo par exemple, c'est un système qui se répand dans ces plateformes-là. On n'est plus payé à l'heure, mais uniquement à la commande, donc à la tâche. Et ce qui fait qu'on peut travailler que sur des heures de rush, donc très peu d'heures par jour, 4 heures environ. Et ceux qui veulent le faire sur le long terme, enfin sur une période plus longue de la journée, se retrouvent à avoir des heures où ils sont payés 4 euros, 5 euros. Et du coup c'est clairement précaire et je pense que personne n'a envie d'avoir une situation précaire sur le long terme. Et en France, il y a d'autres métiers, à mon avis, qui recrutent beaucoup et qui permettent de s'en sortir. Enfin bref. Et après, il y a quelques personnes, il y a certains cas de gens qui le font à plein temps, mais je pense qu'il faut être très organisé, avoir un rythme de vie parfait, bien manger, s'échauffer le matin, s'étirer le soir, être bien équipé, prendre soin de soi, enfin pas avoir d'accident, etc. Donc c'est possible, mais il faut vraiment être très organisé et avoir une passion pour le métier. Moi je pense que le métier de coursier à vélo en lui-même est pas... C'est quelque chose qu'on va faire à 2, 3, 4, 5, 6 ans, peut-être un petit peu plus. C'est pas un plan de carrière d'être coursier à vélo, sinon on aurait des licences de coursier à vélo, des BTS coursier à vélo. Donc je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Après, c'est un métier qui peut permettre d'évoluer vers certains autres métiers. Je pense que chez Fanabis, on a beaucoup de sportifs de moyen et de haut niveau, ou des anciens champions, pas forcément en vélo, mais qui peuvent se maintenir en forme physique. En plus de pédaler, il faut souvent porter des charges qui peuvent être pas jamais très lourdes, mais un petit peu volumineuses, un petit peu lourdes. Donc ça, c'est un métier qui est très complément par contre avec d'autres métiers. On a beaucoup de personnes qui sont par exemple infographistes ou graphistes et qui vont venir travailler chez nous pour se changer un peu les idées, pour se sortir. On a pas mal d'étudiants dans plein de domaines différents. Et ensuite, pour les vrais coursiers à vélo et pour les gens qui ont vraiment ça dans le sang, je pense qu'on évolue vite vers des postes à moyenne responsabilité, comme du dispatch ou de la logistique urbaine. Et c'est très bien d'avoir ce passé de coursier à vélo quand on travaille au sein d'une grosse société de coursier à vélo comme on a à Paris ou comme on a en Suisse, comme on commence à avoir à Lyon avec Fanabis. Et voilà, je pense que c'est... Donc on peut évoluer complètement. Et donc à propos du salaire, donc si j'ai bien compris, dans les grandes boîtes comme Deliveroo, vous étiez avant donc payé à l'heure plus à la commande. Et maintenant vous êtes passé à la commande uniquement, je suppose qu'ils ont majoré un peu la commande.
Oui. Et donc ça veut dire que vous êtes payé à la tâche. Ouais. Et ça c'est permis par votre statut d'auto-entrepreneur, c'est ça? Comment ça fonctionne exactement juridiquement un statut d'entrepreneur en 2 mots? En gros, on est patron de notre entreprise, alors que on est patron de notre entreprise officiellement. Deliveroo par exemple nous envoyait une facture toutes les 2 semaines qui reprenait toutes les commandes et toutes les heures qu'on avait effectuées. Et ensuite, on doit déclarer nous-mêmes nos revenus tous les trimestres ou tous les mois au choix. Et du coup, en fait, ça permet effectivement à ces boîtes-là de prendre des grosses libertés par rapport au code du travail qui, du coup, n'existe plus. Ou alors, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de limites pour eux et ça les rend complètement libres. En gros, leur seule limite, c'est la concurrence, le marché de la livraison de nourriture à vélo et c'est tout. Parce que comme vous êtes entrepreneur, ils ne sont pas vos patrons, et donc ils ne sont pas contraints à vous assurer contre les risques, les accidents, etc. C'est ça? Ils ne sont pas contraints. Deliveroo s'y est mis peu à peu en nous donnant d'abord une responsabilité civile qui nous assure si on blesse quelqu'un, enfin qui nous assure si nous on est en tort en blessant quelqu'un, en abîmant quelque chose. Et ils ont mis en œuvre ce mois-ci une assurance, une complémentaire santé. Mais c'est un geste diplomatique, quoi. En gros, ils ont fait ça pour avoir un petit plus. Mais en tout cas, ils ne sont pas du tout obligés de le faire. Et d'ailleurs, ça peut mettre beaucoup de personnes dans des grosses galères financières, tout ça. Tu as des exemples? J'ai des copains qui faisaient ça à plein temps, qui avaient des projets, qui du coup s'étaient projetés sur plusieurs mois, etc. Qui sont blessés plusieurs fois sur l'année et qui du coup sont retrouvés du jour au lendemain sans salaire. Donc c'est-à-dire que les projets c'était hors de question. Et le loyer, etc., ça devenait vraiment quelque chose de très problématique. Oui, alors que la même chose aurait été payée en fait au sein d'une entreprise. Voilà. Bien sûr. Et donc chez vous, Maxence, comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez, donc vous avez une partie de salariés si j'ai bien compris, est-ce que vous travaillez avec des auto-entrepreneurs? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, on travaille avec, sur 14 coursiers, on a 11 auto-entrepreneurs et 3 contrats. On va jamais obliger un coursier de se déclarer en auto-entrepreneur si on est intéressé par son profil pour l'embaucher. Donc on propose un CDD qui est au SMIC, mais au moins c'est un CDD avec toutes les protections sociales qui vont avec. Et le fait est que chez Furnabis on gagne plus en tant qu'auto-entrepreneur. Et là, le salaire il varie entre 15 et 20 euros brut de l'heure. Et pour être coursier à vélo, c'est très bien payé. On n'envoie pas de facture à nos auto-entrepreneurs comme le font Uber, Deliveroo ou Foodora. Parce que là, déjà, avec ce fonctionnement-là, merci, la relation est complètement faussée. C'est au fournisseur d'envoyer la facture et c'est au client de la régler. Et non pas l'inverse en fait. Donc on n'envoie pas une facture toute faite à l'auto-entrepreneur, mais on lui envoie un récapitulatif des courses qu'il a fait. Après les tarifs sont indiqués, parce que forcément on n'a pas que de la nourriture, on travaille avec plein de clients différents, donc on a beaucoup de prestations différentes. Ça peut être du transport de plis, de colis, de prothèses, de plein de choses. Donc après eux doivent faire la démarche de faire la facture eux-mêmes et de nous l'envoyer. Nous on la vérifie et ensuite on la paye tout de suite. Et je crois que déjà chez ces plateformes la relation client-fournisseur est en place et même faussée en fait. Ensuite voilà, donc c'est ce que je disais, on propose toujours un CDD. Mais en tout cas je pense que la nouvelle génération de jeunes travailleurs va vers l'auto-entrepreneuriat. Et peut-être la faute justement aux grosses plateformes qui ont tendance à démocratiser ce système. C'est mon point de vue. D'accord. Et donc, les raisons principales qui sont invoquées pour choisir l'auto-entrepreneuriat plutôt que le CDD, c'est l'argent? Il y a le choix chez nous, donc oui, je pense la flexibilité, donc l'argent peut-être, mais surtout la flexibilité de se dire je ne travaille que cette semaine que le lundi, mardi, mercredi, jeudi,
et un coup le dimanche, et c'est tout. Le reste du temps, j'ai des choses de prévues, j'ai des concerts, je vais avoir une vie en dehors du travail. Donc c'est clair que ça apporte une flexibilité à l'auto-entrepreneur et aussi à l'entreprise. Nous, après, en ayant trop l'auto-entrepreneur, on se retrouve avec la problématique, par exemple, de ne pas avoir assez de monde le samedi soir pour travailler. Donc les CDD sont souvent sur le samedi soir complet. Bien sûr. Ouais. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement du mouvement donc des coursiers qui a eu lieu en août 2017? Donc si je résume, il y a eu un changement de la forme des contrats chez Deliveroo. Et suite à ce changement de forme des contrats, il y a eu de nombreuses mobilisations des coursiers contre ce nouveau modèle en fait. Je vais juste faire une mini-chronologie. En gros, début juillet, en fait, donc ça, nous, on était donc, en fait, le système de tarification à la course était déjà en vigueur depuis un an. On avait essayé de se mobiliser un peu, mais ça n'avait pas beaucoup marché. En juillet, on a reçu un mail en nous proposant de passer à la tarification à la commande, que personne n'a accepté évidemment. 2 semaines après, on reçoit un mail qui nous suggère de partir en vacances parce que l'activité baisserait et que du coup ce serait un moment idéal pour nous. Et 1 semaine après, fin juillet, on a tous reçu un coup de fil de Deliveroo qui nous annonçait qui nous passait de force à 5 € la commande. Du coup, on s'est assez vite mobilisé. Le problème, c'est qu'on n'était que des contrats à l'heure, donc que des anciens, et qu'on n'a pas réussi, à mobiliser les nouveaux payés à l'heure qui sont dispersés. On est allé une fois au bureau de manière sauvage, quoi, sans les prévenir. Et on a parlé pendant 2 heures avec le chef de Lyon plus un mec qui était venu de Paris, comme par hasard. On a parlé 2 heures, c'était assez tendu. Et à la fin, on a simplement écrit sur un bout de papier nos revendications. Donc en gros, c'était rien, c'est de la paille, quoi. Ensuite, on a organisé 2 grèves, mais qui, pareil, ont mobilisé une 40aine de personnes, alors qu'à Lyon, on doit être 300 chez Deliveroo. Ensuite, on a collé quelques affiches. On a imprimé 2500 affiches qu'on a collées en ville. Et Deliveroo Deliveroo a refusé notre demande qui n'était pas de rester à l'heure ou d'augmenter considérablement le prix à la course. Et ils ont fait une concession, c'est-à-dire qu'ils ont donné des minimums garantis sur les heures creuses de l'après-midi, où ils nous payent 2 commandes de l'heure systématiquement, donc 10 € de l'heure d'astreinte, quoi. Et ça pendant 4 mois reconductibles, mais je pense pas qu'ils vont reconduire. Du coup, en fait, la mobilisation a été vraiment très faible et a eu très peu d'impact. Est-ce que vous avez eu des appels ou des incitations syndicales? À Lyon, très peu. Et à Bordeaux, ils sont associés avec la CGT, qui les a aidés sur le plan juridique et peut-être un peu financièrement, mais pareil en fait, ils ont eu très peu d'impact. Maxence, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement? Qu'est-ce que ça reflète selon toi? Je pense qu'il est légitime et assez rare dans une entreprise quand on annonce on va diminuer le salaire de 30% le mois prochain. C'est tout. Donc on n'est pas préparé à ça et c'est normal. C'est normal. Je pense que je soutiens un peu. En même temps, j'ai déjà annoncé des baisses de tarifs pour les auto-entrepreneurs au sein de Fonlabis et c'est jamais bien. Ça passe jamais bien, forcément. Mais à une échelle totalement différente et à un pourcentage de diminution totalement différent. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je comprends. J'ai entendu parler, et peut-être d'autres ici,
d'un modèle de financement assez spécial des entreprises comme Deliveroo et Foodora qui, dit-on, roulent à perte en fait, et qui fonctionnent par levée de fonds d'actionnaires. Comment est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça crée des grandes différences avec le fonctionnement d'une entreprise stable en fait, financièrement, Joseph? Bah moi en fait je connais vraiment pas beaucoup, enfin je connais vraiment pas je connais pas vraiment la théorie de financement des entreprises, mais en fait on a remarqué qu'il y avait une coïncidence entre les moments où ils ont reçu leurs fonds et les gros changements de leur politique de rémunération. Et en fait, donc, en voyant ça, j'en suis venu à l'idée que en recevant autant d'argent de grands fonds d'investissement qui leur étaient nécessaires pour financer leurs énormes campagnes de publicité, parce qu'ils étaient beaucoup de concurrents dans toutes les grandes villes lyonnaises, ils se sont en fait soumis à des consignes de la part de ces boîtes pour rentabiliser leur activité, puisque en fait ils dégageaient aucun bénéfice. Et en fait c'est comme ça qu'ils sont piégés, enfin piégés, je pense peut-être qu'ils l'avaient sauté, mais en tout cas c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans une situation à mon avis innégociable avec ces boîtes-là, parce que ces salaires en fait sont dans la logique en fait de leur évolution, de leur financement, etc. Et alors comment est-ce que ça va évoluer si c'est des boîtes qui ne sont pas viables à long terme? Bah très bonne question, c'est une question que je sais pas. Ouais, mais de toute façon, c'est totalement vrai. Je pense que les actionnaires mettent des billes dans ces boîtes, veulent forcément une baisse des tarifs pour les coursiers, parce que c'est là où la charge la plus importante, afin d'augmenter leur marge, d'augmenter la valeur de leur part surtout, et au final leurs dividendes. Mais c'est vrai qu'on assiste à ce genre de phénomène où il y a des levées de fonds, il y a beaucoup d'argent qui mettent beaucoup d'argent dans ces sociétés qui sont à perte, mais qui à terme devraient se rentabiliser. Et par exemple Uber, je pense que c'est un exemple où ils font des millions de pertes chaque mois, chaque trimestre, et où ça va aller en fait. Moi je sais pas, ça sera rentable le jour où les voitures n'auront plus de chauffeurs, et c'est là, peut-être, on arrivera peut-être là dans quelques années. Non, on parle souvent, plein de gens que je rencontre me disent comment vous allez faire avec les drones qui vont livrer plus tard, les drones d'Amazon, mais je prends un risque, mais je pense qu'il n'y aura jamais de livraison en ville avec des drones. Je vous le dis comme ça, c'est impossible. Et je prends plusieurs exemples du vécu des coursiers, du vécu font la bise, où parfois on se fait agresser pour un colis, parce qu'on fait par exemple de la livraison de colis e-commerce, et un petit colis e-commerce, il y a souvent un téléphone ou une tablette ou des choses comme ça, et on se fait agresser une fois, il y a un cas tous les 6 mois je pense, de vol ou d'agression très légère pour voler ces colis. Mais si on voit des drones dans la rue, je pense que moi étant gamin je prendrais mon lance-pierre et j'irais le dézinguer pour prendre ce qu'il y a dedans, étant donné que les robots ne sont pas protégés juridiquement, pas vraiment de responsabilité. Je me suis un peu évadé sur le sujet. Ouais, c'est un tout autre modèle qu'on a. Nous, on est une entreprise pérenne, on n'a pas de dette financière, on n'a pas de dette, fournisseur, et on dégage de la rentabilité, on dégage un chiffre d'affaires de plus en plus important. Voilà. D'accord. Et donc, vous rémunérez mieux vos coursiers que Deliveroo et Foodora, et vous roulez pas à perte pourtant. Donc nécessairement vos tarifs sont plus élevés que ceux de Foodora et Deliveroo, je suppose. Comment ça se passe exactement c'est-à-dire, comment est-ce que les boîtes comme Deliveroo et Foodora envisagent de vous traiter quand il faudra baisser les salaires ou quand il faudra licencier du monde? C'est-à-dire, est-ce que tu penses, Jean-Joseph, que vous représentez pour elle un danger ou pas vraiment? Là, tu parles de la mobilisation. Celle-ci, mais peut-être d'autres à venir, parce que si j'ai bien compris, si ces boîtes coulent à perte, il y en aura peut-être d'autres, des baisses de salaire ou peut-être des licenciements.
En gros, bah, je peux juste te dire que quand on est allé, parler au bureau avec les patrons à Lyon, on était tous assez remontés et il y a un coursier qui lui a dit, parce qu'en fait quand ils ont passé tous les nouveaux contrats à la course, ils nous ont promis qu'ils nous forceraient jamais à le faire. Du coup, mon copain lui a reproché cette promesse qu'il n'avait pas tenue et on a profité pour lui demander s'il pouvait nous promettre maintenant qu'il ne baisserait jamais encore plus bas, c'est-à-dire à 4 € la commande ou 3 € la commande, leur salaire. Et le type a répondu qu'il ne pouvait rien promettre. Et ça, on l'a filmé en caméra cachée. On va essayer de trouver un petit moyen de l'utiliser. Mais... Je crois qu'aussi le bureau de Deliveroo de Lyon obéit juste aux ordres qui sont au-dessus et qui viennent de Londres, en fait, là où est la maison mère. Et qui est même obéi aux actionnaires. Totalement. Et qui donne les directives. Et c'est vrai, je pense qu'ils sont un peu perdus aussi au bureau. Ah bah c'est sûr. Ils sont confrontés nez à nez avec les coursiers qui sont en colère. Et derrière, il y a leur plus 2, plus 3, je sais pas, qui leur dit fais ci, fais ça, il faut que ça passe. Ça va pas être facile comme situation aussi. Je pense que c'est autant de métiers de coursier, on fait parfois coursier 1 ou 2 ans, mais je pense que les dirigeants locaux, en tout cas des antennes locales, pareil, restent 1 ou 2 ans chez ces boîtes. C'est mon avis. Ouais, et puis d'ailleurs, ils sont tellement, pas inutiles, mais en gros, ils sont tellement, leur présence est tellement une présence d'application par rapport aux politiques de Londres, que dans certaines villes comme Marseille, il n'y a même pas de bureau en fait. C'est simplement, ils ont stocké tout leur matériel, dans un magasin. Les contrats, on les signe sur internet, on prend le truc et sans jamais avoir de contact réel avec une personne physique qu'on pourrait menacer ou je sais pas, mais qu'on pourrait. Un évitement du propriétaire. Ouais, voilà. Ouais. Même, ouais. Par Marseille. Est-ce que vous pensez que il y a des ponts, est-ce que vous, les coursiers de Deliveroo, vous sentez des ponts entre vous et d'autres situations de travailleurs ubérisés, c'est-à-dire ubérisés, je traduis, dans des situations comme ça d'auto-entrepreneuriat où on se met au service de plateformes de dispatch, comme on dit, qui répartissent des courses, des tâches à effectuer à des auto-entrepreneurs. Est-ce que vous avez senti une certaine, je sais pas, convergence des luttes peut-être? Bah, un peu. En fait, il y a un type du syndicat de beurre qui s'est imposé, en fait, qui a voulu prendre en main la lutte des Deliveroo. Mais bon, en fait, il prenait des trucs. En fait, il faisait un peu plus la pub pour son mouvement à lui que de nous aider. Mais je pense qu'en fait, généralement, on est tous assez isolés, encore une fois, et que du coup, voire égoïstes, et que du coup, en fait, il y a peu de chances que les intérêts se rejoignent, que les revendications se rejoignent. Je comprends. En tout cas, en fait, on n'a jamais fait de grève mutuelle avec Beurre, etc. Ça a toujours été. Même les grèves inter-boîtes de livraison sont rares, quoi. En fait, à chaque fois, c'est une majorité de Deliveroo. Et les Foodora, etc., qui ne sont pas vraiment menacés, se joignaient pas trop. Parce que c'est des travailleurs en fait, qui n'ont pas spécialement d'intérêt ni de vie commune. Ouais. Au fond. Et puis en fait, qui sont, à la différence des coursiers dans la bise, qui sont pas, comme tu disais, des professionnels du métier. Donc en fait, qui font ça en plus. Et du coup, ils ne sont pas concernés. Ils se disent, c'est la lutte des mecs qui bossent à plein temps et nous, on n'est pas légitime pour aller se plaindre dans la rue parce qu'on travaille que 4 heures par semaine, 5 heures par semaine. Nous, on a vu récemment beaucoup de coursiers de Foodora ou de Deliveroo suite à cette baisse de salaire venir vers nous en fait, en disant j'aimerais travailler pour vous. Et c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de personnes qui sont venues nous voir directement au bureau. Après des mails, on en reçoit en général un par jour, un CV par jour, je veux dire, pour postuler chez nous. Et ce qu'on dit souvent aux personnes, c'est que c'est un métier très dur, mal payé. Et voilà. Et après, en général, le postulant reste un jour et part ou reste pour 1 an ou 2. Et c'est vrai qu'en termes de salaire,
ça sera jamais en dessous de 15 € chez nous, brut de l'heure. Et ça peut aller au-dessus pour les auto-entrepreneurs à 20, 22, 23. Voilà. Donc, mais après, voilà, c'est un travail qui est difficile, où il y a aussi de la pression, où il faut être en forme physiquement. Parfois, ça peut être un travail aussi pendant 1 heure ou 2 répétitif, parce que c'est la livraison de colis. Il faut aller vite. Et on essaie d'enlever le maximum de pression sur les coursiers et d'essayer de dispatcher au mieux leur tournée. Et après, ça roule plutôt bien. J'aimerais aborder un dernier thème avant qu'on passe aux questions. À Paris, donc, Jérôme Pimaud, qui est un des leaders, en fait, un des porte-parole des coursiers à Paris, parle parfois dans ses interviews des possibilités d'une coopérative de coursiers. Donc c'est un modèle qui n'est pas celui de Jean-Joseph ou de Maxence. Dans quelle mesure vous pensez chacun que ça peut fonctionner ou pas? Et sinon, quelles sont vos réserves? Donc une coopérative, c'est-à-dire que le travail de répartition des commandes, parce qu'en fait, Deliveroo, Foodora sont des boîtes qui payent des gens, ou en tout cas des systèmes logiciels pour répartir des commandes qui leur arrivent de la part des restaurants. Mais c'est un travail qui pourrait être fait par les coursiers eux-mêmes, en fait, s'ils le prenaient en main. Et ça serait dans ce cas-là une coopérative. Dans quelle mesure est-ce que ça serait possible? En fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a un type à Paris, donc c'est un informaticien, qui a facilité la chose parce qu'il a mis à disposition de tous les coursiers qui avaient ce projet-là un code d'application qu'on aurait juste à reprendre et à aménager un peu. Donc en gros, c'est un code commenté et qui facilite du coup la mise en place d'une plateforme téléphone pour les clients. Et après, le problème, c'est qu'il faut prendre des risques pour le faire. Il faut prendre des risques à plusieurs. Il faut de l'argent, etc. Et on en a un peu parlé parce qu'il y a quelques informaticiens, il y a quelques gens qui cherchent à faire quelque chose de stimulant. Mais peut-être que ça se fera à Paris parce qu'il y a des grosses volontés derrière comme Jérôme Pimaud. Mais à Lyon, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles précises sur l'évolution d'un projet comme ça. Mais c'est vrai que ce serait vraiment souhaitable de relocaliser, en fait, de redonner un caractère local à ces activités-là. Ouais, c'est vrai que la coopérative s'exprime bien dans une optique locale et moins nationale, voire internationale, donc en opposition aussi avec les plateformes. Je pense que c'est un modèle qui est très compliqué sur la prise de décision, où c'est quand même c'est partagé, ça prend du temps de prendre une décision dans une coopérative, dans un milieu où il faut être réactif et il faut parfois prendre une décision importante sur 1 heure ou 2. Et après, sur l'acquisition client, je parle du modèle des coursiers à vélo qui est très difficile. Et là-dessus aussi, je pense qu'il y a une sorte de petite difficulté pour les coopératives à concurrencer les autres. Après, c'est vrai que c'est très beau sur le papier. Et j'ai entendu parler de cette application où c'est vrai qu'une coopérative pourrait, à l'heure actuelle, fonctionner sur le même marché de la livraison de repas, dans l'optique où au final il n'y a pas énormément chez ces entreprises, il n'y a pas assez d'innovation pour pouvoir être unique. Et la preuve, elles sont plusieurs, et là on a pas un duopole mais une sorte de triopole où il y a 3 entreprises qui se partagent le marché avec des technologies qui sont les mêmes. Une API, après une mise en relation des 3 acteurs qui sont le client final, le restaurant et le coursier. Au final, ces entreprises, elles font que ça. Il y a énormément de capitaux derrière, et elles peuvent être en tête de liste. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, si on pourrait se dire, on crée une coopérative lyonnaise où on va livrer tous les restaurants de Lyon, on peut technologiquement le faire, ça c'est clair et net. Mais après, il manque forcément de moyens. Et est-ce qu'il ne manque pas de volonté dans la mesure où, pour les mêmes raisons
pour lesquels les grèves communes sont compliquées, il manque de gens qui sont fondamentalement attachés à ce métier-là, non pas comme un complément mais comme un vrai métier, qui donc seraient prêts en fait à risquer des choses pour le sauver. Bah, en fait, tu dis manquer, mais en fait, du coup, je sais pas combien on devrait être parce que on était quand même une bonne quarantaine à des livreaux à être vraiment attachés à ce mode de vie parce que ça faisait quand même longtemps qu'on le faisait et on s'était connus là-bas. Du coup, on avait envie de continuer. Mais en fait, ces boîtes-là, elles sont super tenaces, elles ont des intérêts énormes en jeu, elles ont des projets, etc. Du coup, pardon. Du coup, c'est dur en fait de rester motivé sur le long terme, de rester en contact parce que du coup, on se voit moins, on bosse plus trop ensemble. On se voit moins et puis on a vu par exemple Take It Easy faire faillite alors qu'ils avaient levé des millions d'euros parce qu'ils n'ont pas résisté sur le marché. Et donc une boîte qui se montrait avec, je sais pas, 30 000, 40 000 euros, ce qui serait déjà dur à trouver, je pense pas qu'elle puisse tenir très longtemps sur le marché à Lyon. Donc c'est un peu démotivant à ce niveau-là. Après c'est vrai que il manquait vraiment de vrais coursiers comme ça qui sont vraiment attachés à leur métier, mais au final il y a une communauté qui est là à Lyon et que ce soit entre les deux entreprises pro de coursiers à vélo, Fanlabis et Bicycle à Lyon, voilà, il y a des amitiés qui se font avec les livreurs des plateformes aussi qui au final font un métier similaire et il y a une communauté qui est vraiment là en fait. On fait des courses par exemple, bon ça se fait un peu moins maintenant parce que voilà, donc c'est des courses de vélo, des allées-4, en gros c'est des courses de coursiers, des événements entre nous, etc. Enfin il y a une petite vie quand même qui se maintient, mais pas vraiment de vraie lutte organisée, pérenne, durable. Et ben merci beaucoup à tous les deux. Alors est-ce qu'on fait une pause de 3 minutes ou est-ce qu'on passe aux questions? Ceux qui décident. Et ben on va passer aux questions alors si tu as des obligations. Donc posez toutes les questions que vous voulez et puis ils vous répondront, je pense qu'ils se répartiront les réponses en fonction de leur capacité à répondre. J'ai une question. En fait, si j'ai bien compris, vous avez un site internet. Comment vous marchez? On vous appelle et vous dispatchez les réponses vers les coursiers, c'est ça? Ou comment ça se passe? Ouais, c'est plutôt ça, ouais. On fonctionne à l'ancienne, on aime bien se faire appeler sur notre ligne. Donc on a un central, on a aussi nos lignes pro, on a toujours. Quelqu'un sera toujours joignable grâce au renvoi d'appel. Et prendre une course prend environ 10 secondes ou 11 secondes avec des clients plutôt réguliers. On préfère faire ça que passer par un site, une appli. Au final derrière il peut encore avoir des problèmes, ou si la personne n'arrive pas à l'utiliser, elle nous appelle, elle nous explique pourquoi elle n'arrive pas à l'utiliser. Avec les clients réguliers ou plus ou moins réguliers, on fonctionne avec du téléphone et derrière c'est dispatché via un texto ou un appel directement au coursier. J'ai une deuxième question. Bon. Quel est le statut de votre entreprise? SARL. On pourrait dire, je sais que la SCOP a une belle image, etc. On aimerait oui et non être une SCOP, mais je pense qu'on l'est déjà. On est SARL, mais on est un peu comme une coopérative et vraiment. Ouais. Entrepreneur, c'est pas mal comme nom aussi, enfin bref. Après, il faudrait le vivre, venez passer une journée avec nous. Non, je suis pas sur la SCOP, enfin bref. Qu'est-ce que sont les SCOP et les SARL? Société à responsabilité et société coopérative et participative, je crois pour une SCOP. Société ouvrière de production. Non. C'est des SCOP. Ah, ça a changé de nom? Bah pour moi, une SCOP, c'est une société coopérative participative. Ah ouais, enfin, ça existe pas des SCOP avec auto-entrepreneur. C'est juridiquement impossible. C'est pour ça qu'on l'est pas. Mais non, mais c'est sûr. Je sais pas, est-ce que c'est. C'est sûr. Après, qu'est-ce qui change vraiment d'être une SCOP et d'être une SARL? Vous mettez le pot commun, vous partagez le pognon à la fin avec une SCOP. Ah, c'est pas si simple que ça. Ah, il y a 25% du résultat qui est partagé entre les salariés. 100% dans la SCOP, c'est la différence. Entre les salariés. 25% dans les SCOP? 100%, c'est-à-dire que l'intégralité de l'entreprise appartient à tous les salariés. Non, moi je parle des résultats nets, des résultats courants après impôt, on parle bien de 25%, qui doit légalement être reversé entre les.
je parle d'une scope, je parle pas autant. En scope? Bref, super question. J'étais salarié d'une scope. Donc chaque année, à la fin de l'année, on va reverser entre les salariés 25% du... On bloquait de l'argent qui était doublé si vous ne le preniez pas, qui était développable sur 5 ans. On va essayer de discuter avec toute la salle pour l'instant. Pablo, tu avais une question? Ouais, c'est une fausse question parce que je te connais personnellement et il y a un discours que tu n'as pas tenu ce soir et je pense que ça serait important que tu le tiennes parce qu'on dit qu'il y a pas mal de gens en face de toi. C'est que bon, si on est un peu sur la philosophie, si on quitte un peu le côté économique, mais plutôt sur la philosophie du métier que tu as fait pendant un an et demi, c'est vrai que les luttes et la logique de lutte un peu syndicale, c'est une logique qui se fonde sur un système salarial. Et toi, tu m'as souvent tenu ce discours que je trouve intéressant, de dire que la spécificité des coursiers, c'est pas être des salariés, et que malgré tous les problèmes que ça pose, dans un côté on va dire philosophique, il y a quelque chose d'intéressant à pas être salarié, et c'est pas votre revendication, en tout cas c'est pas forcément la tienne, de devenir salarié. Même s'il y a des problèmes dans ce statut-là, tu vises pas à devenir salarié, et ça ne se croit pas dans ce sens-là. Bah déjà en fait la preuve c'est que Fanlabis qui laisse le choix à ses coursiers de choisir entre les deux, enfin qui laisse le choix à ses coursiers entre les deux. La plupart choisissent le statut auto-entrepreneur. Et en fait il y a beaucoup de personnes à Deliveroo qui voulaient garder ce statut parce que ça leur permettait de mener deux activités à la fois, d'avoir une flexibilité. Et en fait on n'était pas forcément intéressé par les avantages du salariat comme le chômage, etc. Parce qu'on était beaucoup à vouloir reprendre l'activité directement après ou à vouloir reprendre les études immédiatement. Du coup, en fait, on était prêt à faire l'impasse à ce niveau-là tant que la rémunération restait décente et prenait en compte les déclarations, les déclarations qu'on doit faire au RSI tous les trimestres. Moi, j'ai une question sur Fanlabis. Est-ce que vous faites votre marché, notamment sur l'image peut-être plus positive que sociétale que celle des grands Deliveroo Foodora? Je juste explicite parce que j'ai investi dans des assos vélo et on s'est fait contacter par Deliveroo la semaine dernière qui nous disait bon voilà, on a plein de livreurs, on a envie de leur apprendre à faire du vélo, en sachant que on a envie de leur proposer une formation professionnelle, etc. En sachant que à contrario, on a plein de mails de mamies, de papis et de gens vénérables dans l'espace public qui nous disent que les livreurs à vélo, c'est vraiment des cons, et c'est pas tout à fait faux. Et donc à ça se rajoute le mouvement social qui, bon, il n'est pas hyper médiatisé, mais qui a quand même un peu d'écho médiatique, notamment à Paris. Mais moi, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir une lecture neutre du phénomène, mais est-ce qu'il y a un truc où les grandes plateformes se rendent compte que elles ont une image sociétale globalement pas hyper positive, à part peut-être dans une micro-frange de la société, et que du coup il y a un créneau d'économie responsable, pour le dire dans des termes italiens, à prendre dans vos statuts du coup qui sont un peu plus traditionnels ou qui valorisent pas la vitesse, pas la minimisation des coûts, etc. Est-ce que c'est aussi là-dessus que vous vous positionnez ou est-ce que c'est juste que ça marche? En fait, on n'a pas vraiment besoin de se démarquer vis-à-vis de ces plateformes. Je pourrais même leur dire d'aller... Enfin bref, mais c'est pas nos concurrents directs, donc en fait on n'a pas vraiment de... On n'a pas à avoir peur de ces plateformes en quelque sorte. On fait... Comment dire? Vous pouvez ressortir de cette salle en ayant une mauvaise image de mon entreprise, ça changera pas grand chose pour moi. Et on essaie juste d'être nous-mêmes, c'est tout. Et voilà, je pense que ça se ressent sur les coursiers en tout cas et sur les gens qui travaillent chez nous. Vous êtes combien dans l'entreprise? 14 coursiers, une logisticienne, 2 associés salariés, un stagiaire de temps en temps. Moi j'ai une question personnelle, merci pour vos témoignages, parce que bon, ça pose vraiment un gros changement de société. Je ne suis pas très vieux, mais pour moi c'était impensable il y a quelques années. C'était un nivellement complètement vers le bas. On avait des écrits des personnes très libérales qui disaient voilà. Donc c'est un modèle de pays en développement. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie où
on rêve tous d'être notre auto-entrepreneur. Moi, je trouve ça bien. J'aime le salariat. Je trouve qu'il est bien de mettre les choses bien. C'est un commentaire que je fais. C'est par rapport à la question, pardon. Je vais revenir, vous suivez la DPV. Comment vous envisagez votre avenir? Parce que moi, je ne suis pas très vieux, mais j'ai déjà des poils blancs. Donc, je pense à la retraite. Donc, des projets, etc. Comment on peut envisager son avenir quand on est coursier, qu'on est à 30 ans, et qu'on se dit une famille et autres? Donc cette question est pour moi? Allez, pour vous deux, celui qui veut répondre. Non, mais j'aime le salariat aussi, j'aime aussi l'entrepreneuriat. Mais je sais pas. Je vis au jour le jour et pour l'avenir, on verra plus tard ce qui va se passer. Ouais, c'est tout ce que j'ai à répondre. Bah après, comme on l'a dit, dans les boîtes comme Deliveroo, etc., les gens ils font pas, personne ne fait ça, personne ne prévoit de faire ça sur le long terme. Et dans les boîtes de coursiers traditionnelles, les gens qui le font longtemps, généralement, deviennent salariés, travaillent dans des bureaux, et du coup, voilà, préparent leur avenir, préparent leur retraite, etc. Puis après, il y a aussi beaucoup de gens qui, comme tu dis, je sais pas, hein, mais ils sont pas du tout en fait dans ces questions-là, quoi. Ah, il y a un côté punk en fait aussi dans le fait d'être coursier à vélo et d'avoir. Ouais. Ça peut parfois se comparer avec des métiers type, je sais pas, barman ou tous les jobs étudiants qu'on voit, sauf que c'est 2 fois plus cool d'être coursier à vélo. Et après, il faut vraiment pas se voiler la face, mais tous les coursiers à vélo que vous voyez dans la rue et qui livrent pour les plateformes, ils ont tous entre 18 et 22, 23, 24 ans, 25 et ils pensent pas vraiment à la retraite. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous faites gruger par des mecs qui travaillent pour Foodora, n'importe quelle boîte, qui sont en scooter? Des fois, j'en vois avec des sacs à dos, alors je me demande si première question. Et deuxième question, est-ce que vous proposez à vos livreurs de se mettre en portage salarial dans des structures? Et par ailleurs, est-ce qu'il y a des livreurs qui sont en portage salarial plutôt qu'auto-entrepreneurs? Ils évitent une facture, mais en même temps, ils ont la sécu, les vacances, la retraite, les congés. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, livreur, tu as connu, cette possibilité, et qui te permet d'exercer une autre activité par ailleurs, photographiste, commercial, etc. Et est-ce que vous, en tant que patron, vous proposez aussi cette possibilité à vos livreurs? Est-ce que vous faites gruger par des scooters qui sont sur la même plateforme? Et cette question du portage salarial. Première question sur les scooters, oui en fait. Il y en a qui trichent? Ah bah bien sûr. D'ailleurs les plateformes ne vont pas aller blâmer ces gens pour être en scooter ou être en voiture ou être en tout ce que vous voulez. On voit des mecs livrer. La prochaine fois que vous commandez, pensez à ça, il y a des mecs qui livrent sans mettre le sac dans un sac isotherme, en le prenant comme ça à la main, en montant derrière un pote à eux et en se faisant emmener. Donc il n'y a aucun contrôle sanitaire de tout ce qui est transporté. Ils ne le font pas. Les managers sur place ne le font pas, ne vont pas aller contrôler, et les coursiers ne le font pas. Honnêtement, je ne le ferais pas si j'étais en... Voilà. Donc il doit y avoir des bactéries, il doit y avoir pas mal de choses. La chaîne du froid n'est pas respectée. Voilà. Je sais que nous, on livre avec Matsuri par exemple, et c'est lavé, c'est contrôlé. On a commencé, nous, avec Fond la Bise, on était la première entreprise à livrer des plats cuisinés à vélo à Lyon, et on a travaillé avec le Crock & Roll, qui est une entreprise de croque-monsieur locale, et les sacs étaient par exemple nettoyés. Mais ça, je pense que ça se fait plus. En plus, c'est impossible. Même si on veut le faire, c'est pas possible. Enfin, ça se lave pas. Ils se cassent, enfin, ils se détruisent quoi, sans les laves. La deuxième question, c'est le portage salarial. Ouais. Pour le mettre en pratique, parce que j'ai un peu du mal à me le... Le portage salarial, c'est des coopératives de salariés qui décident de payer 10 à entre 8 et 12% de leurs revenus à la structure qui a un comptable, une structure administrative, et tous ensemble
tout un staff et qui peuvent cotiser. Ils sont des salariés de la coopérative. Par contre, c'est eux qui éditent la facture, on envoie les factures à la patron, mais donc vous n'avez pas dû leur proposer pour vos clients. Non, pour être honnête, non. Mais toi, est-ce que tu sais s'il y en a qui étaient en contrat salarial? Ah bah non, c'est hors de question. C'est pas possible. J'ai Est-ce que tu envoies mal une compris. facture à Deliveroo, par exemple, dans tous les cas? Bah en fait non, c'est eux qui la font et on s'aperçoit souvent qu'ils nous volent d'ailleurs. Souvent ils font des erreurs à leur avantage dessus, c'est-à-dire qu'ils enlèvent 30, 40 euros, puis après c'est à nous d'aller nous plaindre et ça prend pas mal de temps pour que ça soit corrigé. Mais non, partage salarial. Alors, pour moi, c'est quand même, j'écoute, hein, c'est quand même fait, si j'ai bien compris, pour des étudiants, une très courte période, on est d'accord, ou un complément d'activité. Moi, je ne crois pas une minute qu'on fait une carrière de plusieurs années pour gagner sa vie et faire vivre une famille en étant auto-entrepreneur à vélo. Ça c'est une chose. Est-ce qu'on vous explique, alors ça tombe bien, il y a un responsable d'entreprise et un auto-entrepreneur, donc vous en avez 11 si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a une mise en garde est-ce qu'on vous conseille de prendre des assurances privées? Est-ce qu'on vous explique ce que c'est une cotisation vieillesse, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous dit, c'est combien? C'est 20%, 30% entrepreneur, ce que vous donnez au risque, ou je sais pas. Entre 5 et 25. Combien? Entre 5. Comment? Entre 5 et 25. Entre 5 et 25. En gros, il y a l'acte. Ok. Est-ce que là, vous êtes vraiment informé en vous disant, ben, voilà ce que ça correspond, voilà ce que ça fait pour la retraite, voilà ce que ça fait pour l'assurance maladie, etc., etc. Déjà, ça, c'est important. Est-ce que vous êtes informé là-dessus? Et puis aussi en tant qu'employeur, est-ce que ça vous mettez en garde vous, vos auto-entrepreneurs polonais, si j'ai bien compris, non, vous n'avez pas dit tout à l'heure, un échange de richesses, de culture. Le plombier polonais. Voilà. Donc, est-ce que vous, quelque part, vous les mettez en garde, vous leur dites attention, ça vaut ce que ça vaut. Bien sûr. C'est très dur. On ne peut pas le faire longtemps parce qu'on est vite épuisé, on peut avoir des accidents, voilà. En faisant tant d'heures vélo par jour, on va dire 15 euros de l'heure, ça correspond à temps par mois, mais attention, en réalité, si vous vous protégez comme un salarié, il vous reste ça. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui me semble important moralement, parce qu'après, on peut toujours réduire les prix, hein. Mais il y a un moment, déjà vous ne trouverez plus personne pour travailler, ça c'est vraiment un vrai problème social, quoi. Et après on se retrouve avec des conflits comme vous avez fait, et puis vous êtes dans une précarité. Alors si c'est une précarité d'étudiant dans un laps de temps très court, c'est pas très grave, je dirais. Si c'est un complément de salaire parce que le mec c'est juste pour se payer des voyages, c'est pas très grave. Il y a une mutuelle, il y a un machin, il s'en fout, il paie ses 5%, et voilà. Moi ce que j'ai peur c'est que, et tu l'as dit tout à l'heure, vous voulez un petit peu le beurre et l'argent du beurre, j'ai compris, les jeunes entrepreneurs, en disant nous on veut bien être salariés, mais le chômage, je sais pas quoi ce que vous avez dit tout à l'heure, donc en réalité, vous êtes quand même intéressé par ce statut d'auto-entrepreneur, sachant qu'en même temps, vous êtes en train de me dire il n'est pas bien, quoi. C'est ça. Alors, quelle est la question finalement? C'est pas une question, c'est un constat. La question, maintenant elle vient bien, la question, c'est que, est-ce que, je sais pas, est-ce que vous êtes tous bien dans vos baskets, quoi, je veux dire, à un moment. Moi, je veux bien répondre. C'est ça, quoi. Moi, je veux bien répondre. Ouais. Est-ce qu'il y a eu plusieurs questions dans votre longue question? Je vous ai entendu écouter parler. Il y a plusieurs trucs aussi, donc. Alors, on va laisser répondre les personnes qui répondent. Merci. C'est bon. Est-ce que je mets en garde? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le conseiller qui veut venir travailler chez Fonlabis, je lui dis que c'est le pire métier du monde et que c'est mal payé et que c'est très dur. Donc je mets en garde. Ok. Ensuite, je leur laisse le choix entre un statut, un CDD, un contrat à durée déterminée, qui est un contrat de salarié au final, classique, et un statut d'auto-entrepreneur. Donc ouais, je les mets en garde. Est-ce que je les protège? Oui. Est-ce qu'ils sont protégés? Oui. Une dernière question de Paul. En fait, je voulais revenir à la question, enfin, quand elle était abordée au début, c'était l'organisation de la modalité du travail en termes de zone. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, en gros,
au début, il y avait des zones, chez Deliveroo, des petites zones. Du coup, les gens se retrouvaient, discutaient, nous, des métiers. Et il y a eu un passage, et j'aimerais bien comprendre l'explication de ce passage à une absence de zone, dans lequel, du coup, par conséquent, chaque livreur est complètement atomisé, quoi. Et le sens de ma question, c'est qu'à un moment, tu as un peu les mots de l'égoïsme. Et tu dis, en fait, on n'arrive pas à lutter collectivement parce qu'on est trop égoïste. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas seulement individuel, c'est qu'il y a une organisation de l'égoïsme. C'est-à-dire qu'il y a une structure qui organise le travail de telle sorte que les liens d'amitié qui sont, j'imagine, la base qui lutte, sont vraiment possibles. Et donc du coup, si je me mets tout au bout de ma question, j'ai l'impression que vous avez vécu en 1 an et demi, 2 ans, ce qui se passe depuis que... comment dire, je sais pas comment le dire, j'ai pas envie d'employer des mots trop gros, mais que en gros, le prolétariat vit depuis que l'usine disparaît. En gros, avant il y avait la forme usine qui organisait le travail et qui permettait certains types de buts. Puisque les gens se retrouvaient et ils étaient ensemble tous les jours, etc. Et du coup, ça conditionnait des amitiés entre les gens et ça permettait et progressivement la masse prolétaire. Je suis désolé d'employer un mot aussi chargé que ça, mais du coup, elle est sortie de la forme usine. Elle sort progressivement de la forme usine et elle est complètement atomisée. Et du coup, elle n'arrive plus à lutter. Et c'est pour ça, j'imagine, que les organisations syndicales galèrent un peu. En fait, ça, on l'a vu à partir du mois d'août. En gros, moi, ça, je l'ai vraiment perçu à partir d'août 2016, quand ils ont lancé les nouveaux contrats. Donc, c'est là qu'ils ont complètement arrêté de. Ils ont arrêté un peu avant, mais qu'ils ont complètement arrêté d'essayer de nous rassembler à Lyon, de faire des événements, etc. Parce qu'il y en avait encore jusqu'au mois de juillet. Ensuite, ils ont divisé les salaires en 2 groupes, ceux qui sont payés à l'heure et ceux qui sont payés à la commande. Puis ils ont attendu que le nombre de types payés à la commande soit majoritaire pour faire passer leur truc, donc on était déjà divisé à ce niveau-là. Ce qui fait que quand on se voyait sur les bancs, quand on se voyait encore, on se comparait en fait. Donc ça faisait une situation un peu bizarre qui a à mon avis dissuadé les types payés à 5 € la commande de venir. Et ensuite, après, le truc, c'est que pour le coût de la dissolution des zones, il y avait un avantage pratique clair, c'est parce que quand on était attaché à une zone, c'est une zone de restaurant, c'est là qu'on prenait les commandes. Du coup, on devait livrer souvent en dehors de la zone pour revenir récupérer une commande dans cette zone, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de trajets parasites. Et en fait, ça nous a un peu arrangé qu'ils élargissent, qu'ils fassent une seule zone, parce que du coup, on pouvait tourner en cercle. Mais c'est clair qu'il y a eu une vraie division. En fait, il y a eu à la fois une division et une dissolution qui s'est produite de fait. Donc après, moi, je sais pas si je peux les accuser de l'avoir organisé volontairement pour nous diviser, dans la mesure où c'était où ça a pas mal fluidifié le travail. En termes de logistique, ça les arrange que tu fasses pas des allers-retours, de point à point. Et en plus, quand tu fais tes allers-retours pour retourner à chaque fois à ta base de départ, t'es payé vu que t'es payé à l'heure. Donc vous avez pas intérêt à vous garder comme ça sur l'épaule. Et en plus, ils ont beurre l'argent de beurre, parce qu'ils scindent, ils vous éclatent tous. Et essayez pas un autre risque, c'était la liaison, parce qu'il y a 3 acteurs. C'était la liaison entre les restaurateurs et les livreurs. En fait, les restaurateurs. Ça, j'ai l'impression que c'est jamais envisagé en fait. Même dans la grève, dans le début de grève. En fait, c'est les restaurateurs qui sont niqués, mais tout. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle dans lequel en fait, les livreurs pourraient s'accopiner avec les restaurateurs? En fait, c'est possible parce que les restaurateurs se font manger en fait, par ces boîtes-là, puisque le client paye 2,50 €, mais une livraison coûte minimum 5 € et c'est déjà sous-payé. En fait, c'est le restaurateur qui paye le vrai coût de la commande parce que Deliveroo leur prend entre 15% pour le très chanceux, 20% pour ceux qui s'en sortent et 30% pour la plupart des restaurants.
Et en fait, ces restaurants, le problème, c'est qu'ils sont souvent dépendants de Deliveroo parce qu'ils ont besoin d'avoir eux aussi un complément de chiffre d'affaires. Et par contre, on n'a pas vraiment essayé de mobiliser les restaurants. On a plutôt essayé bêtement de les utiliser pour faire une grève. C'est-à-dire, en gros, on voulait éteindre toutes les tablettes de le restaurant pour plus qu'il y ait de commandes. Mais ça nous semblait trop compliqué en fait de les rassembler. On aurait dû faire une grève généralisée pour permettre de mener 2 négociations à la fois. Mais pourquoi, je sais pas, ça s'est pas manifesté. Une dernière question peut-être peut-être pour élargir un petit peu le débat, est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir d'autres domaines d'activité qui puissent être touchés par ce type de plateforme alors, des professions réglementées ou pas, on voit qu'il y a des plateformes pour prendre un rendez-vous chez le médecin par exemple, on n'avait plus son médecin généraliste, mais on peut prendre rendez-vous à travers une plateforme. Est-ce que d'autres professions, je n'ai pas d'idée spécialement, peut-être que vous ouais. Après, le médecin restera un médecin assermenté, il n'y aura pas un médecin auto-entrepreneur, freelance qui va venir faire son travail. Oui, je pense que l'exemple il est à côté en fait. L'exemple il est à côté et au lieu de passer par des agences de com, maintenant on passe par des graphistes freelance et ils viennent travailler au Café Simone. Non, peut-être. C'est un peu ça, donc au final c'est une transformation globale et qui est arrivée comme ça et je pense que les gens ont tendance à l'accepter. Pour certains. Qui parmi vous dispatche les appels Qui dispatche? Ouais, parce que c'est toi qui reçois les appels et qui... Ouais, parfois c'est moi, parfois c'est mon associé. Et parfois c'est la logisticienne. Ouais. Donc on prend les appels entre 9h et 18h. Oui, on a un bureau à Lyon. 26 rue Rabelais en face des pompiers. Où, là, si vous êtes curieux, vous pouvez passer devant et voir comment ça se passe. Donc voilà, ce que je disais, c'est une ancienne supérette qu'on a désaffectée et qu'on a repeint. Là récemment, on a accueilli au sein de l'entreprise une fleuriste qui fait de la livraison uniquement pour... qui travaille uniquement avec des bars, des restaurants. Tu fais du vélo? Oui, du coup, on travaille en symbiose, donc on fait ces livraisons en plus. Et en plus, il n'y a pas que des gars, il y a des hommes et des femmes. Alors, il y a 2 femmes. Donc il y a cette dame qui s'appelle Perrine qui travaille à côté, et on a une logisticienne qui gère tous les gars en fait. Ça va bien dans ce sens-là. Dans le temps, ça veut oublier parfois. Il y a 14 gars qui pédalent. Oui, c'est ça. Qui affectent les gars qui ont usé, Ouais. Voilà. Mais ils sont pas toujours 14 à temps plein. Oui. Donc, voilà. Et sur une journée, il y a 8 ou 9 personnes différentes qui gravitent. Et qui sont payés à l'heure à l'heure ou à la course. Alors, on remercie à nouveau Maxence. Maxence, je te laisse y aller parce que tu as encore une livraison à faire. Oui, exactement. Elle est dans mon sac. Elle part dans le 8e. Et merci à toi, Arthur. Merci Arthur beaucoup. Merci de passer.